et bienvenue pour ce 4e Webifil. Donc, c'est un webinaire qui est organisé conjointement par 2 commissions dans l'attente des événements qui étaient prévus en 2020 et qui ont dû être reportés. Donc, la CIRA qui se déroulera en octobre 2021 à Montpellier et puis la COMAPI qui se déroulera en mars 2022 à Lille. Alors, la commission MPPI que je préside a choisi de vous présenter un thème aujourd'hui qui est un thème technique qui est très intéressant, qui est sur push-pull, donc une stratégie qui est prometteuse pour mettre en œuvre les leviers de biocontrôle contre les ravageurs. Et nous avons choisi de vous présenter 3 interventions pour illustrer ce thème. La première, celle d'Anne-Marie Cortesero de l'INRAE de Rennes sur les manipulations comportementales des ravageurs dans le cadre de stratégies push-pull. Et on verra l'application au contrôle d'un ravageur de brassicacées de lumière, la bouche du chou. Et ensuite, 2 intervenants à Strédor, Émilie Mogin de la région de Bordelaise, et qui nous parlera des huiles essentielles répulsives et quel potentiel pour lutter contre le trix sous serre. Et Oscar Stapel de Bretagne, lui, et qui fera une évaluation d'une stratégie push-pull en culture florale sous abri. L'intérêt de ces 3 interventions est de progresser de la recherche jusqu'à la pratique. Vous pourrez poser vos questions dans le chat à droite. Vous n'avez pas de micro, il n'y a pas d'interaction. Nous réserverons un temps question plutôt en fin de présentation parce que je pense que vous aurez pas mal d'apports au cours des 3 interventions. Et donc, ça permettra de se concentrer sur certains sujets qui seront apparus lors des interventions. Et on se réservera donc un petit quart d'heure d'échange pour finir, avec l'objectif de terminer à midi pour partir déjeuner. Et je vais laisser Alice Baudet, directrice de VGFil, vous présenter notre association. Quelques diapositives avant les 3 interventions. Oui, donc ça va être rapide. J'ai 3 diapos, enfin 4 diapos de présentation. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Oui, c'est toi, c'est bon. Bon, c'est bon, alors j'y vais. Merci. Donc, VGFil est une association de loi 1901 qui a été créée en 84. Et en fait, c'est une plateforme d'échange sur la santé des végétaux pour favoriser les échanges scientifiques et d'informations à partir de références et pour notamment protéger durablement les végétaux qui sont au service de l'homme, de son alimentation et de l'environnement. Donc le but, les objectifs de VGFil, c'est de fédérer tous les acteurs de la santé des végétaux et de favoriser les échanges. Donc pour cela, on a 11 commissions, dont la commission des ravageurs et auxiliaires, la commission MPPI, et aussi différents groupes de travail, dont un groupe de travail sur la maladie du feuillage de la vigne ou des ravageurs souterrains Diabotica. Et ces commissions ont aussi à faire l'organisation de conférences, et notamment la CIRA, la CIMA sur les maladies, la COMAPI et le COLUMA. Et donc le but, c'est de donner de l'information et également de former les gens. Donc les productions de VGFil, c'est par exemple des méthodes d'expérimentation, donc on appelle les méthodes CEB. On a aussi 4 formations sur l'expérimentation, une formation sur la connaissance des adventices en vigne et en grande culture, les annales des conférences, mais également une base de données bibliographique qui est accessible gratuitement sur notre site. La base de données la base de données bibliographie, c'est pour bientôt. La base de données qui est accessible actuellement, c'est terminologie. Et un autre livrable, ce sont aussi Phytoma, puisque le titre appartient à VGFil. Et puis le tout dernier livrable, ce sont les Webifil, donc auxquels vous participez. Et donc, pour nous rejoindre, voir un peu plus de détails sur nos travaux, vous pouvez aller consulter le site de VGFil. Et j'ai fini. Merci Alice. Donc, la parole va être à Anne-Marie Cortesero, donc d'INRAE Rennes, avec cette première présentation. Très bien. C'est à l'écran.
Voilà, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Et donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, je vais vous parler de manipulation comportementale des ravageurs dans le cadre de stratégie push-pull. Et puis, je vais très concrètement vous montrer ce que l'on a fait par rapport à un ravageur problématique en Bretagne, qui est la mouche du chou que vous voyez ici à l'écran. La rencontre avec la plante hôte, c'est une étape cruciale pour les phytophages. Et cette étape cruciale, elle repose sur la perception par ces insectes de signaux visuels, mais surtout de signaux olfactifs. En effet, l'olfaction joue un rôle prépondérant dans la reconnaissance de la plante par les insectes phytophages. Les plantes, en fait, émettent et produisent un certain nombre de médiateurs chimiques et ces médiateurs chimiques vont jouer un rôle essentiel dans la localisation à distance de la plante puisque ces médiateurs chimiques vont être émis, ça va constituer des bouquets olfactifs, on parle souvent de composés organiques volatiles, c'est les coves que vous voyez ici sur ma diapositive. Ces odeurs, ces coves vont donc jouer un rôle dans la localisation et la reconnaissance de la plante à distance. Ils vont également participer à l'acceptation de la plante par ces insectes phytophages. Cette acceptation va être complétée également par la perception et la reconnaissance de composés de surface. Donc, deux grandes étapes essentielles pour la rencontre entre un insecte et une plante. Et en fait, si on maîtrise ces différentes étapes, si on arrive à les modifier d'une manière ou d'une autre, donc si on modifie cette communication entre les plantes et les insectes, eh bien, on peut manipuler ce comportement crucial et essayer de trouver de nouveaux moyens de contrôler les insectes ravageurs. Donc, pour manipuler cette reconnaissance, on peut utiliser des composés de synthèse que l'on va pouvoir disposer à proximité de la plante, soit seul, soit en cocktail, puisqu'il va parfois falloir reconstituer un bouquet olfactif. Et ces composés vont pouvoir avoir différentes actions sur les insectes. Ils vont pouvoir les attirer pour les piéger, par exemple. Ils vont pouvoir les repousser. Ils vont pouvoir masquer la plante. En fait, ces composés, on va pouvoir les diffuser comme composés de synthèse. On va pouvoir également, comme va le présenter Émilie tout à l'heure, utiliser des huiles essentielles qui vont concentrer une partie de ces composés et les diffuser à proximité de la plante. Il faut savoir également que ces composés volatiles, comme je le disais tout à l'heure, vont pouvoir également jouer sur l'acceptation de la plante et on va pouvoir compléter cette manipulation par des composés qu'on va pouvoir appliquer sur la plante, des composés de surface qui vont limiter la consommation de la plante ou qui vont pouvoir inhiber la ponte. On peut également, dans ce type de stratégie, utiliser directement des plantes et c'est là que vont entrer en jeu des plantes qui sont très à la mode actuellement, qu'on appelle les plantes de service, qui vont pouvoir jouer sur ces deux étapes importante de la reconnaissance de la plante. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du push-pull, puisque en fait, ces différents outils de manipulation comportementale des insectes ravageurs vont pouvoir être combinés dans une approche plus globale qu'on appelle l'approche push-pull. Push pour finalement des éléments que l'on va pouvoir mettre à proximité de la culture cible pour repousser les ravageurs, et pull pour des éléments que l'on va pouvoir placer en bordure généralement de la culture pour attirer les ravageurs, les piéger et si possible les contrôler par différents moyens, dont éventuellement des ennemis naturels, mais ça peut être différentes stratégies de contrôle qui sont utilisées dans cette composante push de la stratégie push-pull. Alors, un certain nombre d'entre vous connaissent certainement déjà cette méthode de protection qui a connu un succès extrêmement important qu'il a en quelque sorte popularisé en Afrique, au Kenya en particulier, contre un certain nombre de lépidoptères ravageurs du maïs.
Et c'est une méthode donc, qui a vu son essor dans les années 90 jusqu'aux années 2000 et qui est encore utilisée actuellement. Donc, vous avez ici un petit graphe qui vous montre que c'est une méthode qui est vraiment utilisée dans cette région du monde, avec ce graphe qui montre la progression des utilisateurs parmi les agriculteurs producteurs de maïs dans cette région du monde. Donc, on voit une progression importante. Et juste pour vous dire 2 mots de la manière dont fonctionne cette stratégie, elle est basée sur l'utilisation d'une plante qui est donc une légumineuse, une fabacée, qui va être plantée à proximité du maïs. Cette plante, le desmodium, émet un certain nombre de composés volatiles qui ont pu être identifiés. Vous en avez un certain nombre qui sont représentés ici. Et ces composés volatiles vont repousser ces lépidoptères. Et donc, ce desmodium va servir de plante répulsive dans le dispositif donc de plante push. En parallèle, en périphérie de la culture, on va utiliser une plante qui est de la même famille que la plante cible, que le maïs, qui est l'herbe à éléphant, vous voyez ici à gauche sur la diapositive, qui elle aussi va produire un certain nombre de composés volatiles qui ont pu être identifiés, analysés. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette plante, en fait, va présenter un certain nombre de similarités en termes d'émissions chimiques par rapport au maïs. Donc, on voit qu'on a les mêmes composés qui vont être émis, mais pas dans les mêmes proportions. Donc, c'est ce qui est représenté sur les camemberts qui sont en haut pour les 2 types de plantes. Donc, vous avez des variations dans les ratios des composés principaux émis par ces 2 plantes. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que vous avez une différence quantitative avec l'herbe à éléphant qui va émettre beaucoup plus de composés volatiles que le maïs. Le résultat, c'est que cette herbe à éléphant va être extrêmement attractive pour les lépidoptères ravageurs, donc qui vont se diriger préférentiellement vers cette plante par rapport à la culture. Et dans le dispositif, l'intérêt également de cette plante, c'est qu'elle ne permet pas le développement des larves. Donc les femelles vont venir sur la plante, vont y pondre, et les larves ne vont pas pouvoir se développer. Et donc cette herbe à éléphant va jouer le rôle de plante piège dans le dispositif. Donc, vous avez ici une petite image qui vous montre à quoi ressemble concrètement cette stratégie push-pull lorsqu'elle est mise en place. Donc, vous voyez en vert, ici coloré en vert, le maïs. Au pied du maïs, la légumineuse, le desmodium, qui est implantée. Et puis, en périphérie, vous avez l'herbe à éléphant qui va attirer les lépidoptères. Donc, une belle success story, et c'est cette success story qui nous a inspiré et qui nous a donné envie de tester la faisabilité de ce type de stratégie contre le ravageur que je vais vous présenter tout à l'heure, donc la mouche du chou. Ce qu'il y a, c'est que pour différentes raisons, on a choisi non pas de travailler dans un premier temps sur des plantes, mais directement sur des médiateurs chimiques pour la composante push. Et puis, on a cherché également à trouver des plantes qui pourraient piéger le ravageur que nous avons ciblé. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter rapidement ce ravageur et quelques éléments de son écologie très rapidement. Et puis ensuite, de vous montrer très concrètement les différentes étapes que nous avons cherché à franchir avec les expérimentations que nous avons menées à différentes échelles pour essayer de mettre en place ce type de stratégie par rapport à ce ravageur des brassicacées. Donc, le ravageur ciblé dans nos travaux, c'est la mouche du chou que vous voyez ici, donc un ravageur important des brassicacées légumières, donc de tout un panel de cultures dans ces brassicacées. C'est également un ravageur du colza qui peut être plus ou moins problématique selon la période d'implantation de sa culture et selon les stratégies de protection qui sont disponibles. Donc, cette mouche pond au collet des plantes. Donc, vous voyez ça sur l'image de gauche en haut. Vous voyez la mouche en phase de ponte avec les œufs qui ont été déposés, qui sont entourés en rouge sur l'image de droite. Donc, de ces œufs vont éclore des larves qui vont rentrer dans le système racinaire de la plante, creuser des galeries, provoquer des dégâts, détruire plus ou moins ce système racinaire.
À la fin du développement, les larves sortent du système racinaire et se nymphosent dans le sol pour donner ensuite une nouvelle génération de mouches. Donc c'est un ravageur qui est vraiment problématique. Et vous avez ici une petite image de collègues en Bretagne dans une zone de production des brassicacées qui est très exposée à ce ravageur. Et donc on voit très clairement qu'en l'absence de solution, eh bien, on a une quasi-absence de production, puisque vous voyez que sur cette image, dans la zone non traitée, il ne reste pratiquement aucune plante. Le système racinaire étant consommé par les larves, on va avoir une perte considérable. Donc des pertes qui peuvent être totales, comme vous le voyez ici. Donc, première étape, les travaux que nous avons menés pour essayer de mettre en place une composante push dans le dispositif en se basant sur des composés organiques volatiles, en se basant sur des odeurs. Donc la question est, est-ce que l'on peut manipuler le comportement de cet insecte en se basant uniquement sur des odeurs? Donc, je vais aller relativement rapidement pour aller à l'essentiel. Donc, quand on est face à ce genre de réponses, de questions, les réponses, on va les chercher dans la bibliographie pour voir s'il y a déjà des éléments. Il se trouve que sur cette mouche, il y a beaucoup de bibliographies. Donc, on a pu identifier un certain nombre de composés candidats. Et très rapidement, dans nos travaux, on a décidé non pas de travailler au laboratoire, mais de travailler sur le terrain. Et donc, les premières phases de screening que l'on a fait par rapport aux composés candidats, on les a menées directement sur le terrain, qui nous permet finalement d'avoir des résultats relativement robustes par rapport à ce que l'on peut faire en conditions contrôlées, où on va s'affranchir de beaucoup de variations qui vont se mettre en place en fait dans des conditions de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on a pu montrer? Eh bien, on a pu montrer que oui, on pouvait moduler un comportement. Et donc, le comportement que l'on a ciblé ici, c'est la ponte, qui va être la première phase finalement extrêmement importante de la relation entre l'insecte et la plante, puisque c'est là qu'il va infester la plante. Et donc, on a ciblé cette phase-là. Et les travaux qu'on a montrés, qu'on a menés, ont montré que on pouvait, par rapport à un témoin que vous voyez ici à gauche sur la figure, soit augmenter le niveau de la ponte en mettant simplement des odeurs à proximité de la culture, ou, plus intéressant dans notre cas, diminuer cette infestation. On s'est dans un premier temps focalisé sur un composé soufré, le disulfure de diméthyle, qui diminue très fortement la ponte jusqu'à un seuil qui permet finalement d'éviter d'avoir des soucis avec cette mouche, un seuil de tolérance par rapport à ces niveaux d'infestation. Donc, on a commencé à travailler sur ce composé soufré. On est monté en gamme en termes de dispositifs sur le terrain et d'échelle de travail. Et dans des parcelles expérimentales, on a pu mettre en évidence sur toute la saison de culture que ce composé avait un vrai intérêt. Donc, vous voyez ici sur cette figure des niveaux d'infestation au fil des semaines dans des parcelles cultivées, avec les barres blanches qui représentent le témoin et les barres noires qui représentent les parcelles dans lesquelles on a diffusé ce composé volatile. Donc, on voit qu'on diminue significativement l'infestation de la culture, pratiquement à toutes les dates et pratiquement toujours en dessous du seuil critique, qui est finalement le seuil à partir duquel on devrait traiter les plantes si on avait des produits, des pesticides à disposition, ce qui est de moins en moins le cas pour ce ravageur. Donc, un intérêt évident pour ce composé. On a poursuivi nos travaux et on a regardé si, ok, d'accord, ça diminue bien l'infestation, mais est-ce que ce composé va également diminuer finalement le nombre de larves et d'insectes qui se développent dans la plante? Et là, finalement, on a eu des résultats qui étaient beaucoup moins satisfaisants, puisque l'infestation finale des plantes a été équivalente avec ou sans composé. Donc, ça veut dire qu'on arrive à limiter l'infestation initiale, mais pas l'infestation finale des plantes. Et donc, on se retrouve à la fin de la culture, déjà avec des plantes qui vont être endommagées, et puis avec finalement un certain nombre d'insectes qui vont à nouveau pouvoir coloniser les cultures. Donc, on a poursuivi nos travaux en essayant de chercher d'autres composés volatiles intéressants, et on a pu mettre en évidence l'intérêt d'un nouveau composé, donc le calyptol, qui diminue fortement l'infestation. Donc, vous avez ici une figure qui vous montre
toujours le nombre d'œufs pondus par plante par rapport à une situation témoin. Vous retrouvez ici le DMDS qu'on a testé tout à l'heure. Et donc, de la même manière, ayant obtenu un effet intéressant vis-à-vis de ce composé, on est passé à des parcelles expérimentales et à une diffusion plus continue de ces composés. Et on a pu mettre en évidence que le calyptol était encore plus intéressant que le DMDS, puisque on arrivait à diminuer le niveau d'infestation de manière encore plus importante qu'avec le DMDS. Et ce qui était intéressant également, c'est qu'avec ce composé, on a pu diminuer également l'infestation finale de la culture. Donc un composé qui est vraiment intéressant en termes de manipulation comportementale du ravageur dans des conditions d'infestation naturelle sur le terrain. Nos travaux se sont également focalisés sur des composés de contact. Alors, on verra tout à l'heure si on rentre dans ces discussions ou pas, mais les composés volatiles ont un certain nombre d'intérêts, mais ils ont un certain nombre de défauts, en tout cas par rapport à la diffusion et par rapport à leur sensibilité concernant les conditions climatiques, le vent, la pluie, etc., qui fait que probablement que c'est des outils qui sont difficiles à manipuler, et donc c'est pour ça qu'on s'est également intéressé aux composés de contact, où finalement c'est en les appliquant sur les plantes que l'on va perturber la reconnaissance de l'insecte et finalement rompre cette association entre la plante et l'insecte, et en particulier en ce qui nous concerne, la reconnaissance vis-à-vis de la ponte. Donc cette fois-ci, on a travaillé dans des conditions semi-contrôlées, puisqu'on a travaillé dans des grandes cages, dans des serres, ce qui nous permet, puisqu'on a un élevage continu du ravageur, de travailler pendant toute l'année et pas forcément qu'au moment où le ravageur est présent. Donc, vous avez une petite image ici qui vous présente les dispositifs qu'on a utilisés. Donc, on a des patchs, des groupes de plantes comme ça, qui sont en opposition dans nos cages, avec des témoins et des plantes traitées avec les composés qu'on souhaite tester, et on lâche un certain nombre de mouches dans ces cages, et au bout d'un certain temps, on regarde où se situe l'infestation. Et donc voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc on a testé un certain nombre de composés. Certains n'ont pas d'effet particulier sur la ponte, mais on a pu mettre en évidence l'intérêt de 3 composés, dont un qui est représenté à gauche de la figure ici, qui diminue très fortement l'infestation de la culture, puisqu'on est à des niveaux de diminution de l'infestation supérieurs à 70%. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, vous avez vu, on était dans des conditions artificielles, et on a rapidement souhaité tester ce qui se passait vis-à-vis de ces composés sur le terrain. Donc, on a mis en place des dispositifs qui nous permettent de vérifier l'effet de ces composés en situation d'infestation naturelle. Donc, on a ce que vous voyez sur l'image en haut à gauche. Je ne sais pas du tout si on voit ma souris, donc c'est pour ça que je vous décris où se situe la tension. Donc, on a des plantes qu'on met sur des plaques de culture au stade vulnérable finalement par rapport à la transplantation de la culture sur le terrain, et on applique nos composés. On laisse les plantes sur le terrain pendant quelques jours. On les ramène, on compte le nombre d'œufs qui ont été pondus naturellement par le ravageur. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que on a pu valider l'intérêt de certains de ces composés, dont celui-ci, le numéro 4, qui, même en conditions d'infestation naturelle, diminue très fortement l'infestation, la ponte en fait, jusqu'à plus de 70% de diminution en conditions d'infestation naturelle. Donc ça, ce sont les travaux qu'on a menés sur la composante push, et en parallèle, on a mené des travaux pour essayer de voir si on était en mesure également d'attirer ce ravageur vers une culture piège. Donc là encore, on s'est basé sur un certain nombre d'éléments qui étaient disponibles dans la littérature, et en particulier des travaux qui avaient mis en évidence l'intérêt d'une brassicacée qui est le chou chinois, et donc des travaux de laboratoire dans lesquels des tests olfactométriques qui visent à avoir une idée de l'attractivité de différentes plantes avaient mis en évidence l'intérêt de ce chou chinois vis-à-vis de l'attraction des femelles, avec finalement des plantes qui
étaient plus attractives que les plantes cibles. Donc, on est parti de ce constat pour faire un screening plus large finalement de ces brassicacées, de ces choux chinois, puisque dans le chou chinois, il y a différentes sous-espèces dont l'attractivité n'était pas connue, et puis il y a une grande variabilité, il y a une grande diversité de plantes. Donc on a été en mesure au laboratoire de mener un screening sur ces deux sous-espèces et sur plus d'une quinzaine de variétés de choux chinois qu'on a comparé au brocoli, qui est notre plante cible. On a pu mettre en évidence que le chou chinois était en effet très attractif vis-à-vis du ravageur, et en particulier la sous-espèce pekinensis. Donc, vous voyez ici sur cette figure le nombre d'œufs que l'on peut retrouver sur les différentes variétés du chou chinois pekinensis par rapport au brocoli au milieu et par rapport à chinensis à droite. Donc, ce qui est intéressant de noter pour ceux qui sont intéressés par ce genre de travaux sur les plantes de service, c'est que, comme vous le voyez sur cette figure, généralement, il faut passer un certain temps à trouver la bonne plante de service en termes de service rendu. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un différentiel très important entre les différentes variétés qu'on a pu tester, malgré l'intérêt global, par exemple, de la sous-espèce pekinensis. Comme les fois précédentes, à partir de ces travaux en conditions contrôlées, on est allé valider ces résultats sur le terrain en utilisant nos plaques de culture et en disposant différentes variétés de choux chinois sur ces plaques de culture pour les exposer pendant un certain temps, donc pendant 3 jours, en conditions d'infestation naturelle, et valider les résultats qu'on avait obtenus. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que les résultats qu'on avait obtenus au laboratoire sont largement validés. Donc, en orange, ici, vous avez les niveaux d'infestation du chou chinois pekinensis, donc qui est au-dessus du chou chinois chinensis, et puis qui sont tous les deux supérieurs au brocoli. Donc, on a pu confirmer l'intérêt de cette plante comme plante piège pour le ravageur qui nous intéresse ici. Donc, à partir de ces différents constats, à la fois sur ces composés de contact qui diminuent fortement l'infestation sur la plante cible brocoli, et sur l'intérêt d'une plante piège, le chou chinois pekinensis, qui lui capte 10 fois plus d'œufs que le brocoli, on a décidé de monter en gamme en termes d'échelle et de tester le potentiel de cette stratégie sur le terrain à une échelle relativement importante dans une parcelle de producteurs, en comparant dans cette parcelle de producteurs des parcelles témoins avec du brocoli et des parcelles menées en push-pull avec des bordures de choux chinois et des brocolis sur lesquels on a appliqué notre candidat le plus intéressant en termes de composés de contact. On n'a pas utilisé dans cette expérimentation de composés volatiles, mais vous verrez tout à l'heure que ça peut potentiellement être intéressant pour compléter l'effet obtenu. Alors voilà comment on a travaillé. Vous avez la parcelle ici qui a été utilisée, donc une parcelle de 4 hectares dans laquelle on a réparti des parcelles témoins et des parcelles traitées. Et puis, on a suivi l'infestation pendant toutes les semaines de développement du brocoli, en pleine phase de vol important du ravageur. Donc, voilà les résultats qu'on a obtenus au fil du temps. Donc, vous avez en vert les parcelles témoins et en orange les parcelles traitées, avec les différentes dates de suivi. Donc, on suit toutes les semaines l'infestation en ramenant des plantes et en comptant le nombre d'œufs. Donc, vous allez voir que ça fait beaucoup d'œufs à compter. Donc, on voit que peu après l'implantation, on diminue fortement l'infestation. On n'est pas au niveau qu'on avait eu en conditions plus réduites, puisqu'on est à hauteur de 50%. On continue à diminuer l'infestation à hauteur de 40-30% au fur et à mesure du temps. Donc, on voit que le niveau d'infestation dans cette parcelle producteur est extrêmement élevé. En termes de nombre de larves,
les produits que l'on a utilisés, les produits de biocontrôle qu'on a utilisés et le dispositif push-pull ont réussi à diminuer le nombre de larves qui étaient présents à hauteur de 50 à 40%, en tout cas au début de l'infestation. Et puis après, au milieu de l'infestation, on se retrouve avec des niveaux qui sont équivalents entre le traitement et le témoin. Et ce qui était décevant, c'est que l'infestation finale est restée équivalente. Donc, je ne vous cache pas qu'on a été assez déçus par ces résultats. Donc, le bon côté, c'est qu'on a montré que dans ces conditions, on arrivait à limiter l'infestation, mais on n'arrivait pas du tout à protéger à un niveau satisfaisant la culture lorsqu'on se trouvait en situation de très forte infestation. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être qu'on a voulu aller trop vite. C'est-à-dire que les composés sur lesquels on a travaillé, en fait, on n'avait pas d'idée très, très claire sur leur rémanence dans le dispositif à partir du moment où on avait traité. On avait travaillé précédemment sur des durées qui étaient relativement courtes et donc on n'a pas d'idée sur l'efficacité de ces composés dans ces conditions de terrain. Donc, juste pour conclure et ouvrir tout à l'heure un certain nombre de discussions qu'on pourra avoir ensemble. Donc, les résultats que je vous ai montrés montrent qu'on peut manipuler un comportement essentiel des insectes phytophages, y compris sur le terrain, en utilisant des médiateurs chimiques volatiles ou non, que l'utilisation de ces médiateurs chimiques peut diminuer sensiblement la colonisation d'une culture. Évidemment, vous avez bien noté que les niveaux de protection qu'on a atteints, en tout cas dans notre cas et avec notre ravageur, sont insuffisants. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention au niveau d'infestation auquel on a été confronté. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les effectifs, et en fait on s'est retrouvé avec des infestations colossales, avec un nombre d'œufs pondus par plante qui était extrêmement important, donc plus de 100 œufs par plante et par semaine. Donc on arrive à des niveaux qui sont vraiment très très importants, et peut-être que ces produits de biocontrôle ont des difficultés à rivaliser avec une pression aussi forte vis-à-vis de ces ravageurs. Donc la question qui se pose, c'est finalement cette stratégie est intéressante, peut-être qu'elle n'est pas évidente à mobiliser dans des situations où l'infestation et la pression sont aussi importantes, mais peut-être dans d'autres zones ou à d'autres moments des vols de ces insectes, puisque là on s'est placé au premier vol qui est le plus problématique. Mais il faut savoir que vis-à-vis des brassicacées, il y a 3 ou 4 autres vols pour lesquels on va avoir des besoins de régulation, mais qui sont d'ampleur moins importante, et donc cette stratégie pourrait être peut-être plus adaptée. Ensuite, que ce soit pour les composés de contact ou les odeurs, il y a tout un volet de travaux à mener qu'on a commencé à mener avec des partenaires sur la maîtrise de la diffusion ou de la durée d'action des composés, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on est sur le terrain. Et puis, comme je vous le disais, probablement que ça peut être intéressant de combiner à la fois des composés volatiles et des composés de contact pour gagner en efficacité, ce que l'on n'a pas encore fait. Et au-delà de ces médiateurs, probablement que cette stratégie push-pull gagnerait à être combinée à d'autres stratégies de biocontrôle, voire même à l'utilisation de variétés plus tolérantes ou plus résistantes vis-à-vis de ces ravageurs. Donc, au niveau de la réflexion qu'on mène, on est plutôt sur essayer de combiner différents leviers à efficacité partielle pour obtenir une protection satisfaisante des cultures cibles. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Avant de vous remercier pour votre attention, je voulais vous montrer un petit peu toutes les personnes qui ont contribué à ces travaux. Donc, vous avez vu que ça a commencé il y a une dizaine d'années avec un certain nombre d'étudiants que j'ai eu le plaisir d'encadrer, et notamment dernièrement Fabrice Lamy, qui a beaucoup contribué finalement à ces travaux sur les stratégies push-pull et leur application à ce ravageur des brassicacées, différents collègues avec lesquels j'ai collaboré, et puis tout un tas de sponsors, on va les appeler comme ça, en tout cas de financeurs, qui ont permis le développement de ces travaux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et puis j'espère qu'on pourra discuter tout à l'heure par rapport à un certain nombre de questions qui pourraient être soulevées par cette présentation. Merci Anne-Marie. Donc, on va quitter les champs de choux bretons et on va rentrer dans les serres d'Aquitaine.
Donc, Émilie qui va nous parler du TRIPS, des huiles essentielles et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne tout cela. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran s'il arrive. Il faut peut-être que Anne-Marie départage. Non, c'est bon. Oui, c'est très bien. Alors, merci de nous avoir invités pour cette présentation du push-pull en culture ornementale sous serre. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement des huiles essentielles qu'on a essayé d'utiliser en tant que répulsif contre un ravageur en particulier, qui est le TRIPS et qui est le ravageur qui nous pose le plus de problèmes dans les cultures florales sous serre. Et de voir comment on pouvait utiliser le potentiel de ces huiles pour les intégrer dans une stratégie de biocontrôle. Donc en fait, le TRIPS, c'est ce petit insecte là qui fait 1 mm et qui a le don de se cacher un peu partout dans nos fleurs et qui pose le souci suivant, c'est qu'il occasionne beaucoup de piqûres sur les fleurs en créant des déformations et les rendant impropres à la vente. Donc le contrôle est particulièrement difficile et récurrent. En fait, il y a beaucoup de macro-organismes qui ont été mis en œuvre ces dernières années contre le ravageur en culture fleurie sous serre, avec plus ou moins d'efficacité. Et on voit aujourd'hui qu'on a besoin de développer des stratégies multiples qui combinent plusieurs approches pour augmenter la résilience du système de biocontrôle. Donc, il y a 4-5 ans, on s'est orienté vers une stratégie push-pull et on s'est mis à rêver qu'on pouvait orienter le comportement de ces adultes en utilisant des stimuli olfactifs, notamment pour rendre la culture moins attractive pour le ravageur, tout en l'attirant vers une alternative qui serait un panneau englué où il pourrait être retiré de la culture. Donc peut-être par opposition au push-pull qui a été mis en place au Kenya dans les cultures de maïs, où là on travaille vraiment avec des plantes et des intercultures répulsives et des plantes pièges dans la culture, nous on s'est plutôt attardé à travailler avec des composés sémiochimiques qui vont être de type attractif ou de type répulsif, et on a la chance que ce travail a déjà été mené sur le TRIPS dans d'autres instituts de recherche, et donc on s'est un peu inspiré de ces travaux. Donc, pour reprendre en fait le cycle biologique du ravageur, le TRIPS Franklinella occidentalis, la difficulté, c'est que ce dernier, il pond ses œufs dans l'épiderme des plantes. Donc, pendant 7 jours, le ravageur, il est difficilement accessible aux moyens de lutte. Après, c'est les larves qui vont essentiellement se développer sur le feuillage et qui vont occasionner en fait les dégâts sur les fleurs et les rendre impropres à la vente. Puis ces larves en fait vont se nymphoser plutôt dans la partie du sol, et au bout de 7 jours, on va avoir une émergence en fait de ce TRIPS adulte. Alors en fait, ce qui est intéressant à noter dans le cycle du ravageur, c'est que finalement le stade larvaire sur lequel on concentre la plupart des moyens de lutte aujourd'hui, il est assez court. En fait, il dure environ que 7 jours. Et aujourd'hui, on concentre tous les moyens de biocontrôle sur ce stade, notamment en utilisant des sacchariens auxiliaires ou même les produits qui peuvent être utilisés pour limiter les populations sont essentiellement ciblés sur cette approche. Or, finalement, les adultes, c'est vraiment la partie la plus problématique parce que c'est eux qui ont la durée de vie la plus importante, c'est eux qui vont produire les générations suivantes et c'est eux qui vont disperser les populations du ravageur. Et finalement, il y a assez peu de méthodes de lutte qui sont ciblées sur ce stade. Alors aujourd'hui, on utilise essentiellement des pièges chromatiques, des moyens biotechniques avec des phéromones d'agrégation quand c'est possible, et puis certaines techniques culturelles. Mais il nous apparaît important pour finalement améliorer la lutte sur ce ravageur de cibler en fait ce stade en particulier. Donc en fait, on a travaillé sur un projet qui s'appelle ELSI pour l'huile essentielle comme alternative à la lutte contre le TRIPS. Et le contexte était d'essayer de travailler sur la partie olfactive parce que les producteurs utilisaient un produit notamment qui s'appelle l'Alza, qui est un produit à base
de composés soufrés et qui perturbent le comportement des insectes. Et la problématique, c'était que ce produit, il a aussi une odeur désagréable en fait pour les humains et on avait du mal à l'utiliser en serre. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser d'autres types d'odeurs et est-ce qu'il y a d'autres types d'odeurs qui peuvent agir sur le ravageur. Donc l'approche, elle est basée sur le comportement, comment on peut orienter le comportement des adultes avec ces coves pour développer des stratégies push-pull et comment on définit la composante répulsive pour rendre la culture moins appétante. Et à côté de ça, on travaille sur une composante attractive pour augmenter le usage de masse, mais ça, comme je vous en parlerai un petit peu plus tard, cette composante attractive, elle a déjà été bien étudiée et commercialement, il y a des produits qui existent. Donc déjà, on s'est repris sur les bases bibliographiques de ce qui existait. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui influencent quand même l'orientation du trips adulte par rapport à sa plante. Il y a tout un tas de facteurs intrinsèques qui sont aussi bien du fait du statut du trips au moment où il arrive dans la culture, mais aussi du rythme, de son rythme circadien, de la longueur du jour. Et puis, il y a tous les facteurs extrinsèques qui vont être de l'ordre de la température, de la lumière, de l'humidité, et toute cette partie de fond qui va être sur les odeurs et comment on peut perturber en fait l'approche du trips par rapport à la plante. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées, notamment en olfactomètre pour essayer de comprendre comment ces composés ils interagissaient dans la reconnaissance de la plante hôte. Alors, je vous ai mis par exemple ce graphique sur la droite où on a comparé, il a été comparé la proportion de trips qui se déplaçaient à droite ou à gauche d'un olfactomètre en fonction de la molécule qu'on pouvait mettre. Donc, ici, des molécules attractives de synthèse en comparaison avec un stimuli qui va être visuel et qui va être une fleur jaune, artificielle, mais aussi en comparaison avec des vraies fleurs ou des vraies odeurs de fleurs et comment en combinant ces différents stimuli, on peut affecter le comportement. Et on se rend compte que chez le trips, pour reconnaître la plante hôte, c'est à la fois une combinaison d'un stimuli olfactif et d'un stimuli visuel. Alors, quelle odeur, déjà, on peut se poser la question quand on réalise du push-pull, quelle odeur utiliser? Donc, par rapport à Frankliniella occidentalis, on va identifier plusieurs attractifs qui peuvent être utilisés comme la composante pull. Donc, en fait, le trips est essentiellement attiré par les odeurs de fleurs. On peut citer le E-bêta-farnésène qui est produit en quantité par les fleurs de chrysanthème, mais aussi la verbénone. Et puis, on peut avoir des phéromones d'agrégation qui sont actuellement utilisés dans des produits comme des phéromones d'agrégation. Donc ici, on a le néryl S2-méthylbutanoate, avec la difficulté que cette phéromone, elle va être spécifique d'une espèce donnée. Or, on sait qu'en serre, notamment, on n'a pas une espèce de trips, mais on a plusieurs espèces de trips. Et du coup, il va falloir bien cibler ce qu'on veut faire et sur quel ravageur on veut le faire. Et par ailleurs, on s'est intéressé aux chéromones, puisqu'en fait, ce sont des produits qui sont commercialisés. Notamment, on a ce produit-là qui s'appelle le Lurem, qui est à base de méthylisonicotinate, qui sont en fait des dérivés de plantes hôtes et en fait des odeurs de fleurs qui sont synthétisées pour en faire un produit commercial qu'on va utiliser ici comme attractif. Dans la partie répulsif, on s'est orienté sur des travaux qui ont été réalisés par Elisabeth Kocher en 2017 et qui ont répertorié pour plusieurs espèces de trips et dans plusieurs conditions quelles sont les odeurs qui peuvent repousser ou attirer le trips. Donc je vous ai remis ce tableau parce qu'il me semblait montrer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que on voit ici que pour deux espèces de trips différents, on n'a pas forcément les mêmes composés qui vont agir. Donc il y a déjà un aspect spécifique en fait du composé et lié à l'espèce de trips qu'on va étudier, avec aussi des effets qui vont être différents. Alors cet effet, il peut agir sur l'oviposition ou sur le comportement ici alimentaire, avec des réponses qui peuvent être différentes d'un composé à l'autre et d'une espèce à l'autre.
Donc nous, on s'est orienté sur deux composés. Alors on travaille plus particulièrement sur Franklinella occidentalis. On a travaillé en fait ces trois composés ici qui sont le carbacrol, le méthylsalicylate et le thymol. Alors avant ça, donc je voulais revenir un petit peu sur le mécanisme de répulsion et en fait qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de quel mécanisme de répulsion est en jeu. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet, on voulait utiliser une huile essentielle qui était répulsive. Et quand on s'est intéressé aux travaux d'Émilie Delettré, on s'est rendu compte qu'elle avait identifié plusieurs mécanismes de répulsion et qu'ils intervenaient à différents moments, comme l'a expliqué Anne-Marie juste avant, au moment où l'insecte va venir choisir sa plante. Donc, il y a des répulsifs vrais qui vont être des coves ou des composés de surface qui vont être irritants, qui vont permettre de repousser vraiment le bioagresseur loin de la plante cultivée. Mais ces coves, ils peuvent être formés un masquage odorant ou un masquage visuel qui va réduire l'attractivité de la plante cultivée et perturber la recherche de la plante cultivée. Ou enfin, ces produits, quand ils sont appliqués sur la plante, ça peut être aussi une perturbation de l'alimentation ou du fitness de l'insecte. Et on va devoir les étudier aussi différemment et montrer avec diverses expériences comment ils peuvent agir et s'intégrer dans une stratégie à long terme. Donc, en fait, on est reparti d'essais à plus petite échelle pour essayer aussi de différencier et de voir à quel moment on pouvait utiliser en fait ces huiles essentielles. Donc on a commencé par des tests assez classiques en boîte où on a pulvérisé l'huile essentielle sur un papier, on a mis les trips au milieu et on a regardé de quel côté s'orientaient les insectes, un peu sur le principe d'un olfactomètre, avec 3 huiles essentielles qu'on a testées sur des adultes de Franklinella occidentalis, donc l'huile essentielle de thym à thymol, l'origan compact et la Golterie. Alors, ce que cette expérience nous a montré, c'est que en fonction des huiles essentielles testées, on avait des comportements qui étaient différents des insectes, avec aussi un effet dose. Dès que, quand on applique le produit à 1%, on peut avoir un potentiel répulsif donné. Mais si on diminue la concentration du produit par 10 en pulvérisation, le produit il devient plus faiblement répulsif. Et ce constat, on l'a observé pour les 3 huiles essentielles qu'on a testées. Un autre constat qu'on a fait, c'est qu'en parallèle de ces 3 huiles essentielles que nous avons testées, on a utilisé un produit qui est du thymol pur. Alors, il faut savoir que dans l'huile essentielle de thym à thymol, c'est essentiellement du thymol et du carbacrol qui composent cette huile essentielle, mais il existe aussi d'autres petits composés comme le linalol ou le géraniol qui peuvent être présents en faible quantité, mais qui, finalement, quand on regarde la bibliographie, sont aussi considérés comme des attractifs. Et finalement, l'huile essentielle, elle constitue un bouquet olfactif qui va avoir son effet propre en fonction de l'huile essentielle utilisée. Et par exemple, l'origan, qui contient aussi du thymol et du carbacrol, mais dans des proportions différentes, va avoir un effet moins important que l'huile essentielle de thym à thymol. Et quand on regarde finalement le produit, le thymol pur, en fait, on a un effet plus important de ce produit que l'huile essentielle de thym. Donc, on a montré là dans nos essais en boîte que quand on pulvérisait le produit à une dose de 1%, on avait un effet répulsif et que l'effet dose diminuait dès qu'on diminuait la dose d'huile essentielle. Donc, on a continué ces essais en essayant de voir l'impact que pouvaient avoir ces produits sur la ponte du ravageur et dans quelle mesure ils pouvaient limiter la ponte du trips. Donc en fait, on a utilisé ici des disques foliaires qu'on a pulvérisés avec le produit d'huile essentielle comme avant à 1% ou à 0,1%. Et on a pu remarquer en fait du coup qu'il y avait vraiment une diminution assez forte de l'activité de ponte quand on mène ces essais en boîte de pétri, de l'ordre de 90% quand on utilise cette huile essentielle à 1%.
Et là aussi, en fait, on a un très fort effet dose avec une diminution de l'effet dès que cette huile elle est appliquée avec une concentration 10 fois plus faible. Donc, on s'est focalisé ici sur le thym et la gaultérie parce que c'était ceux qui avaient donné les meilleurs résultats dans d'autres essais. Donc, petit à petit, on essaie de restreindre et de voir quelle est l'huile essentielle qui est la plus intéressante. On a continué avec des essais un peu plus réaliste pour savoir comment on pouvait utiliser cette huile essentielle. Et alors, on s'est posé une question, c'est comment utiliser cette huile essentielle? Parce qu'en fait, il ne nous apparaissait pas forcément le plus judicieux de l'utiliser en pulvérisation. Comme on a vu, il y avait un effet dose du produit. Et en pulvérisation, ça peut occasionner d'autres problèmes, notamment des problèmes de phytotoxicité sur les plantes si on applique le produit. Puis c'est un problème qui n'est pas négligeable si après on doit déployer la technique à grande échelle en production. Donc on s'est demandé quel effet avaient ces huiles finalement si on les appliquait pures en diffusion passive dans un Eppendorf, sachant que finalement c'était les coffres qui nous intéressaient et pas forcément les produits de contact. Donc on a appliqué ce produit, on a comparé en fait l'effet dans une cage sur des plantes et on a juste appliqué l'huile essentielle sous forme pure dans un bouchon humilié et on a regardé, après avoir inoculé des femelles en cage, le nombre de piqûres d'oviposition qu'on avait au bout de 5 jours. Et on a montré que finalement, avec l'huile essentielle de thym ou l'huile essentielle de gaultérie, on arrivait à diminuer en fait de 75% la ponte par rapport à un témoin. Donc, avec l'utilisation d'huile essentielle ici pure, on a réussi à avoir un effet moins important peut-être que sur les boîtes, mais encore très intéressant par rapport à l'effet qu'on voulait obtenir. Mais finalement, la question d'utiliser ce produit pur dans un bouchon, ça nous posait aussi la question de combien il fallait pouvoir mettre de diffuseurs et sur quelle surface, et comment on pouvait aussi faciliter l'application de ce produit peut-être à plus long terme. Alors, comme on est dans des serres de production, on a la chance de pouvoir aussi avoir l'électricité, donc on s'est orienté comme en aromathérapie vers ce type d'appareils et de dispositifs qui sont en fait un nébulisateur à froid et qui permet de diffuser activement l'huile essentielle de manière concentrée et d'augmenter en fait la surface potentielle de répulsion. Donc, on a continué en fait à comparer l'effet d'un témoin non traité avec une diffusion active avec ce nébulisateur ou une diffusion passive dans ces petits Eppendorf et à comparer l'effet qu'on pouvait avoir sur notre ravageur. Alors là, on peut voir qu'on a comptabilisé le nombre de larves de thrips par plante. Donc, en comparaison à un témoin, on voit que quand le thym est diffusé avec un nébulisateur, et ben, finalement, on a une très forte réduction du nombre de larves sur la plante, qui est plus fort que si on utilise uniquement un Eppendorf, avec là des résultats qui sont beaucoup plus variables en fait d'une manip à l'autre et d'une répétition à l'autre. Mais par ailleurs, on s'est intéressé finalement aussi au nombre de feuilles qui étaient piquées et les piqûres de nutrition qui avaient été occasionnées par ces larves et les adultes. Et on voit que le thym permet de diminuer le nombre de piqûres de manière importante, mais pas complètement de les éliminer, qu'on a toujours des symptômes sur les plantes, même s'ils sont réduits. Enfin, on a essayé de développer la stratégie à une échelle plus importante, à l'échelle de la serre. Donc, on a commencé déjà à travailler dans des petites surfaces. Donc là, on est à peu près sur une table qui fait de l'ordre de 7 mètres carrés, où on a disposé en fait des verveines de chaque côté d'un dispositif où on mettait ou non l'odeur. Et on essayait de collecter après sur des panneaux englués à proximité ou en dehors de la culture pour savoir s'il y avait une différence de piégeage en fonction des dispositifs qu'on avait mis en place. Donc en fait, on testait dans une serre un attractif seul, qu'on va positionner au milieu de la culture, ou un répulsif qui est sous forme d'huile essentielle, qui est diffusé ici passivement sous forme d'un Eppendorf, ou de thym ou de gaultérie, et une serre témoin, et on regarde comment sont piégés les adultes après avoir fait des inoculations artificielles du ravageur.
Donc en fait, tous ces essais, ils sont menés en inoculation artificielle pour être sûr qu'en fait, on a la même pression du ravageur en fonction des modalités. Puisque la difficulté de travailler aussi avec ce ravageur, c'est qu'il existe une grande variabilité des données dès qu'on travaille en conditions plutôt naturelles. Et comme il existe déjà une grande variabilité autres qui sont liées aux conditions, il faut pouvoir avoir quelque chose qui soit comparable. Donc, on a mené ces essais dans des compartiments différents, puis on a interverti les compartiments d'une fois sur l'autre pour pas que l'orientation ou le climat puisse avoir un impact et voir si ces essais ils étaient répétables. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'on a quand même des différences d'efficacité entre les différentes modalités. Donc ici, vous avez en orange le compartiment témoin et chaque plot correspond en fait à un panneau et une position dans la culture, sachant que le panneau 7 correspond au panneau source sur lequel on a mis l'odeur. Donc en orange, on voit qu'on, quel que soit le panneau dans la culture, on a un piégeage moyen à peu près similaire. Que si on positionne un attractif, qui sont les barres en jaune, on a toujours plutôt plus de piégeage comparativement à un témoin, mais c'est pas forcément significatif par rapport au produit qu'on a utilisé, comparaison au témoin. Et quand on a utilisé du thym à thymol qu'on a mis sur ce panneau, on voit quand même très clairement une nette réduction en fait du nombre de trips piégés sur les panneaux, et ce, quel que soit le panneau. Donc là, de cette manipulation, on en a conclu que il y avait un effet répulsif du thym à thymol dans nos essais, qui avait englobé aussi toute la surface de notre essai. C'est-à-dire qu'ici, le petit tube Eppendorf avait permis de diffuser dans les conditions, au moins sur 10 mètres carrés, de perturber le comportement du trip sur cette surface, avec une différence de piégeage qui était quand même beaucoup plus importante pour l'unisentiel de thym à thymol. On a fait moins 80% de piégeage. Par contre, quand on a testé l'huile essentielle de Golteri, qui avait jusqu'à maintenant donné des résultats assez similaires à l'huile essentielle de thym à thymol, on avait moins augmenté le piégeage. Alors, il se trouve que les essais qui ont été réalisés avec la Golteri ont été faits dans des conditions thermiques qui étaient beaucoup plus importantes. Il faisait très chaud et des flux de chaleur qui étaient beaucoup moins importantes. Et malgré qu'on soit dans des essais, dans des milieux contrôlés et des milieux qui est plus facile comparativement en extérieur d'influencer, on a l'efficacité de ces composés qui est quand même particulièrement altérée par la chaleur et les flux d'air. Je vais vous présenter alors, ça pose quand même fortement la question suivante, c'est comment on utilise ces coves et comment on va les intégrer en fait dans une stratégie, et quel diffuseur et quelle formulation on pourrait utiliser pour libérer au mieux ces molécules volatiles. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés sur l'utilisation. Alors, on a essayé de recenser un peu les différents supports qui pouvaient être utilisés pour dans cet essai pour utiliser les coves. Alors, on voit que souvent, ça peut être juste des tampons de gaz, en fait, qui sont mis dans des petits sachets qui vont plus ou moins diffuser. Alors, le fait est qu'en fait, il y a souvent des coformulants dans les produits commerciaux qui permettent une augmentation de la diffusion. Après, un certain nombre d'études utilisent des petits tubes Eppendorf où on utilise juste l'odeur pure, mais ça pose la question de combien de temps on va pouvoir utiliser ce tube, tous les combien il faut pouvoir le recharger. Et puis après, plus récemment, en fait, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés sur l'encapsulation, par exemple, de ces odeurs dans des composés, soit des billes d'alginate, qui vont permettre une diffusion plus longue et plus régulière sur la culture. Alors enfin, je vais vous montrer la dernière manipulation en fait, qu'on a réalisée. En fait, on a voulu s'attacher à savoir sur quelle distance on pouvait utiliser, alors notamment notre nébulisateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on l'a positionné en position centrale sur la serre et on a mesuré l'effet de la distance que ça pouvait avoir sur le ravageur. Donc, on a fait deux choses. Regarder quel impact ça avait sur le ravageur et sur les plantes. Et on a essayé aussi de faire des mesures de captation de l'odeur par des fibres SPME pour voir comment, à partir de notre nébulisateur et sur une surface ici qui fait 50 mètres carrés, l'odeur, elle se diffusait dans la serre.
Donc, la petite cartographie en haut, là, vous montre à quel point la diffusion n'est pas homogène dans l'espace évalué, même si ici, on n'est que dans un compartiment de 100 mètres carrés, avec une porte close et juste des ouvrants au faîtage. Donc, en fait, on a notre point de diffusion central. Là, l'odeur a été diffusée avant cette cartographie une fois pendant une demi-heure, puis l'odeur a été captée pendant 6 heures d'affilée. Et on se rend compte qu'il y a assez rapidement des zones où l'odeur va plus diffuser que dans d'autres. Quand on s'est attaché à regarder quel effet ça pouvait avoir en fait sur la culture, on se rend compte, alors ici vous avez finalement la flèche noire qui montre la position et le point de lâcher, parce qu'on a fait ces essais en inoculation artificielle, donc on a lâché des trips au point zéro, et on a regardé comment ils se répartissaient en fonction des différentes distances. Donc on voit que sur notre parcelle témoin, il y a finalement, les trips ils restent quand même relativement proches du point de lâcher, même s'ils se diffusent au bout, alors là on est au bout de 40 jours, ils se diffusent en proche dans la culture. Et si on regarde sur une parcelle sur laquelle on a diffusé l'huile essentielle de thym, on voit en fait que la diffusion, elle se fait... il y a un aspect répulsif puisque le ravageur, il est plus vite et de manière, il est repoussé à plus longue distance sur les plantes qui sont autour de 5 mètres. Et en fait, il reste moins autour du point lâché, qui est aussi l'endroit central où on pulvérise l'odeur. Donc, ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait une répartition spatiale et différente du ravageur et des dégâts associés, parce que malheureusement, le fait de diffuser l'huile essentielle ne nous a pas permis d'avoir moins de dégâts sur la culture. Je rejoins un petit peu les travaux les constats que Anne-Marie a réalisés en culture de choux dans d'autres contextes. Mais là, on est dans des populations, des essais qui ont été menés sous inoculation artificielle, avec des populations de ravageurs équivalentes, et on n'a pas encore eu l'occasion de tester si on n'apportait pas le ravageur, est-ce qu'il ne viendrait pas dans la culture. Tout ça pour finir sur comment on peut utiliser aussi une odeur dans le cadre de mener une stratégie après plus complète sur le ravageur. En fait, on peut utiliser une odeur à différentes échelles. Finalement, quand on utilise une phéromone, on est déjà dans une stratégie un peu olfactive puisqu'on va pouvoir faire du monitoring, par exemple en appliquant la phéromone sur le panneau englué. On peut augmenter le piégeage de masse qui peut être réalisé sur des bandes engluées en utilisant, alors notamment pour le TRIPS, c'est le méthylisonicotinate qui est contenu dans un produit qui s'appelle le Lurem et qui est utilisé particulièrement pour faire du piégeage de masse. Mais on peut inventer différentes stratégies en fonction de la composante qu'on va utiliser en plus de la composante attractive. Elle peut être insecticide si par exemple vous enduisez des filets avec un composant insecticide. Ça peut être un composé entomopathogène. Tout à l'heure, je vous parlais d'encapsulation. Il existe une méthode qui est d'encapsuler du méthylisonicotinate avec un champignon entomopathogène. Comme ça, l'insecte il est attiré par le composé, mais aussi infecté, et après, on va limiter son cycle. Enfin, on peut utiliser ce type d'odeur pour réaliser des stratégies de type push-pull ou des stratégies de type trap-cropping, quand on met par exemple dans la culture piège, dans la culture à contrôler, la culture de rente, une culture fleurie qui va par essence attirer en fait le TRIPS. Et ça, Oscar va vous le présenter juste après ma présentation. Après, je voulais finir sur des points de vigilance en fait qu'on pouvait avoir quand on commençait à travailler sur ces stratégies. En fait, il faut bien identifier finalement les coffres sur lesquels on veut travailler. Comme Anne-Marie en a parlé, comme je vous l'ai présenté sur les différents modes de répulsion, il faut bien définir le mode d'action des coffres qu'on va utiliser et quelles propriétés on veut utiliser par rapport aux ravageurs pour pouvoir définir la stratégie à mettre en œuvre. Ces composantes, ça peut être à la fois des plantes ou des substances. Et alors, il faudra faire attention, notamment pour les plantes, au stade phénologique, mais aussi à la variété et au bouquet olfactif qui vont être occasionnés par cette variété. Par exemple, il y a des travaux de l'INRA d'Avignon, de l'unité PSH, qui travaillent beaucoup sur cette partie-là, sur les pucerons.
Et en fait, en testant 5 variétés de romarin, ils ont pu tester qu'il y avait une variété qui était particulièrement répulsive et 4 autres qui étaient peu efficaces. Elles ont pourtant les mêmes composés, mais en des proportions en fait différentes. Enfin, je vous ai parlé, moi, des huiles essentielles en particulier, mais finalement, ça pose aussi des problèmes d'homologation par rapport à l'utilisation qu'on pourra en faire à une plus grande échelle, de formulation et de mode d'application de ces substances. Et puis finalement, ces formulations et modes d'application vont aussi définir la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place. Je vous ai parlé de distance d'efficacité de ces coffres, mais aussi de fréquence. Dans le cas de notre étude, nous, on pulvérisait l'huile essentielle 2 fois par jour, une fois le matin à 9 h et une fois l'après-midi à 14 h. Et on pourrait augmenter cette fréquence, diminuer cette fréquence, jusqu'à quel créneau il faut dans le cycle du ravageur pour pouvoir bien, ça on ne le sait pas encore. Enfin, je vous ai parlé de combiner ces différents leviers de protection. Aujourd'hui, les huiles essentielles de thym, ce n'est pas forcément très bénéfique pour la faune auxiliaire, notamment si on s'intéresse aux punaises de type Orius. Il y a des études qui ont montré que les huiles essentielles pouvaient avoir un impact négatif aussi sur les Orius qui peuvent contrôler les adultes. Donc ces deux pratiques peuvent être antagonistes. Et enfin, par rapport aux stratégies, il faut vraiment voir sur quel ravageur on veut travailler, parce que la problématique, elle peut être aussi multiple. Au tout début de la présentation, j'ai parlé que en fait, les composés n'étaient pas forcément les mêmes entre les différentes espèces de trips, et on sait qu'en serre, on a différentes espèces. Entre Franklinella occidentalis et Trips strabacille, les composés qui sont assez proches, mais récemment, il y a d'autres espèces de trips qui sont venus poser des problèmes dans les cultures, et on ne sait pas aujourd'hui si ces stratégies marcheraient aussi à ces échelles-là. Et enfin, c'est gérer le bouquet olfactif dans l'environnement, c'est assez quand même compliqué. On a vu que même dans un espace assez clos, en fait, on pouvait avoir des problématiques de stratification de l'odeur ou d'impact de la chaleur qui va plus ou moins permettre la diffusion ou non de l'huile essentielle. Il va forcément y avoir un impact du mélange et des doses. Aujourd'hui, on a utilisé dans des boîtes, dans des cages, on a essayé à l'échelle sur une culture de référence qui est ici la verveine, mais dans une serre de production horticole, on mélange aussi beaucoup d'espèces et de plantes fleuries différentes, et donc on ne sait pas quel est l'impact de ce mélange d'odeurs peut avoir sur la stratégie et l'effet du flux d'air et de la chaleur. Voilà un peu pour la conclusion et puis les questions qu'on pourra partager plus tard. Je vous remercie. Merci Émilie. Donc la parole on revient en Bretagne avec Oscar, mais j'invite aussi Émilie et Anne-Marie de regarder la partie Q&R, questions-réponses, parce qu'il y a vraiment des questions précises. On sera plutôt dans des questions un peu plus générales en fin de... Donc si vous pouvez répondre par écrit, ça serait pas mal. Et puis, on va laisser Oscar présenter avant une petite session de questions-réponses entre nous. Merci Philippe, merci. Bonjour tout le monde. Donc j'aimerais vous présenter quelques essais, ce qu'on a amené à la station, donc sous condition plutôt de production au niveau des stratégies de push-pull. Donc on a effectué sur 3 différentes cultures et je vais vous montrer les résultats. Donc d'abord par rapport aux méthodes alternatives de phytoprotection, donc il y a une large gamme de moyens disponibles pour lutter contre les ravageurs. Donc vous voyez ici les points. Des cultures moins sensibles. Bon, la culture moins sensible en plantes ornements, c'est un petit peu compliqué parce qu'il s'agit donc une large diversité de cultures avec des variétés qui sont en fait sélectionnées pour leur esthétisme et moins développées pour lutter contre certains ravageurs dans les cultures. On utilise déjà depuis des années des auxiliaires dans la culture, à la fois préventifs et curatifs, et donc aussi avec des résultats qui sont très, très, très intéressants.
On peut aussi intégrer des moyens pour retenir les auxiliaires dans la culture. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup dans l'Institut Astrédor sur des haies fleuries, sur des plantes de service, sur la disponibilité du pollen ou de nectar pour retenir les auxiliaires dans la culture quand les ravageurs ne sont pas encore disponibles. Et ensuite, on travaille sur la méthode plutôt mécanique, donc le piégeage de masse, donc avec aspiration, stimulation mécanique, donc des moyens qui nous permettent en fait aussi de travailler sur l'aspect esthétique de la plante. Donc, on peut avoir des plantes plus compactes quand on les touche ou quand on utilise une masse d'air qui est poussée sur les cultures, mais on peut utiliser ces mêmes techniques aussi pour essayer de diminuer les populations de ravageurs dans la culture. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, et notamment aussi nos producteurs, c'est le changement du comportement des ravageurs. Donc, pour rendre en fait les dégâts moins importants et de provoquer en fait une migration des ravageurs vers un endroit où on peut mieux en fait contrôler donc ces populations. Et donc les producteurs, vous savez peut-être aussi que les producteurs sont assez impatients et on a donc utilisé une méthode plus pratique pour déjà voir si on pouvait donner quelques éléments à nos producteurs pour travailler sur la diminution des populations de ravageurs dans la culture. Ce qui est important, c'est surtout que chaque méthode, ce qu'on utilise, chaque méthode alternative, il faut le faire en concertation pour avoir une meilleure efficacité de la lutte biologique dans les cultures. Donc, c'est important d'avoir les différentes méthodes qui sont donc compatibles entre elles pour augmenter donc le succès du biocontrôle. Bon, d'abord, ravageurs, donc on peut travailler sur les signaux olfactifs. Hein. Donc, comme Émilie a déjà montré aussi qu'on peut augmenter l'attraction, faire une source émettrice. Par exemple, on peut intervenir sur la communication interespèce, donc avec des phéromones. On peut aussi travailler sur la communication interespèce, donc avec des chiromones. Donc, par exemple, coller sur des plaques collantes et des plaques visuellement attractives dans la culture. Donc, ce sont déjà des méthodes qui sont employées dans la culture horticole. Ensuite, on peut aussi travailler sur les cultures ou des plantes de service qui sont attractives. Donc, par exemple, les plantes de service. Donc, vous voyez ici quelques exemples qui peuvent donc aussi aider à initier une migration de ravageurs. Ensuite, il y a la répulsion par une source émettrice. Donc là, on parle plutôt soit des cultures comme le Desmodium unguentatum, une plante qui est donc pas très attractive pour, par exemple, certaines noctuelles, où on peut utiliser des composés soufrés qui sont utilisés comme répulsifs contre certains ravageurs volants dans la culture. Et ensuite, comme Émilie a déjà montré, les huiles essentielles. Donc, une autre façon d'essayer de migrer les ravageurs dans la culture. Bon, au niveau des signaux visuels, donc là, il y a aussi des choses qu'on pourrait faire. Donc, on a travaillé sur les couvertures de serre, donc avec des serres qui sont UV transparentes ou opaques. Donc, on va, par exemple, quand il y a une présence de l'UVA dans la culture, on augmente en fait la visibilité de la culture pour certains ravageurs et on peut donc on risque d'avoir une pression parasitaire plus élevée. Études ou certains essais qui sont menés par l'Institut Astrédor, on a quelques indicateurs que on pourrait donc aussi travailler sur le fait de rendre une culture moins visible de l'extérieur en utilisant par exemple des UVA, des couvertures UVA plutôt opaques ou bloquantes.
Et en fait, il y a aussi un effet indirect par rapport aux présences de l'UVA, c'est que ça peut donc aussi changer la plante au niveau chimique et physique et rendre en fait la plante moins attractive pour certains ravageurs, donc une appétence moins élevée et peut-être donc aussi un effet sur la pression parasitaire dans la culture. Et là, on a aussi quelques exemples dans nos essais au niveau Astrédor. Bon, après, par rapport aux signaux visuels, donc on a aussi donc l'attractivité de certaines couleurs. Donc on utilise déjà des plaques chromatiques bleues et jaunes. On peut aussi utiliser des fleurs ou un feuillage qui est attractif pour les ravageurs. Et ensuite, on peut donc aussi rendre un végétal plus attractif ou moins attractif en travaillant sur la forme de la plante. Donc, il y a des études qui démontrent que certaines formes de plantes sont plus attractives que d'autres. Donc, beaucoup de travail à faire pour identifier les plantes dans la stratégie push-pull. Donc, la méthode évoluée par l'Institut Astrédor, on a travaillé dans un projet qui s'appelle Diaplase, donc piloté par Astrédor Loire-Bretagne APL, donc une station à Angers. Et on a donc travaillé sur un large cortège de plantes pour savoir quelles plantes sont le plus attractives pour certains ravageurs. Donc, par exemple, on a trouvé que l'aubergine est hautement attractive pour certains aleraudes adultes, le bergénia très attractif pour les othyorynques. Donc, on peut mettre ces plantes dans la culture pour les utiliser comme plantes pièges. Et ensuite, on a aussi des exemples de pagettes qui est hautement attractif pour les trips quand on le met sur les bordures des cultures. Donc ça, je vais vous présenter un petit peu plus tard. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il existe une fiche technique sur les plantes de service qui est éditée par Astrédor Loire-Bretagne Pays de la Loire. Et donc, vous pouvez la demander. Donc, dans cette fiche technique, il y a donc un large cortège de plantes qui sont à la fois très intéressantes à utiliser comme plantes pièges ou comme plantes nourrices pour les auxiliaires. Donc, je vous incite, si vous êtes intéressé, de contacter cette station par rapport à cette fiche technique. Alors, dans nos essais push-pull, on a donc, comme Émilie aussi, travaillé sur le TRIPS, donc un ravageur qui est quand même assez important dans l'horticulture ornementale, notamment Franklinella occidentalis et TRIPS tabaci. Donc, ce sont des ravageurs qui provoquent pas mal de dégâts sur les plantes d'ornement. Il y a beaucoup de résistance par rapport aux pesticides, d'où l'intérêt de travailler sur les moyens alternatifs. Et le TRIPS, c'est aussi un vecteur très important de différents virus qui sont transmis en fait sur les plantes d'ornement. Un autre aspect qui est assez compliqué en ornement, c'est que notre seuil de tolérance pour ce type de ravageur est très bas. Donc, un petit dégât peut déjà rendre un produit ornemental, donc une plante ornementale, moins nuit directement à la qualité. Donc, on a donc aussi un problème au niveau de la commercialisation dès qu'on trouve des dégâts sur les plantes. Donc, vous voyez sur les photos les différents dégâts qu'on pourrait avoir donc sur les plantes d'ornement. Donc, on voit, comme Émilie aussi a montré, le problème sur les fleurs, mais aussi sur les feuilles. Donc, vous voyez ici des déformations et des taches qui sont esthétiquement intolérables. D'où quand même l'importance que l'emploi de plusieurs leviers se fait en concertation. Donc, on a besoin de tous ces moyens alternatifs pour augmenter en fait l'efficacité de la lutte alternative contre ces TRIPS. Donc, les stratégies de répulsion par les produits naturels, donc c'est une stratégie qui est beaucoup travaillée donc par Émilie et son équipe à Astrédor Sud-Ouest. Donc, le travail sur le composé soufré comme alza, sur les huiles essentielles des plantes aromatiques. Et ensuite, on travaille donc aussi sur les stratégies d'attraction et de répulsion, donc le push-pull. Et donc ça, ce sont donc des approches qui sont donc évaluées
par Astrador Sud-Ouest et Astrador Loire-Bretagne, donc les stations dans le Grand Ouest. Donc là, on parle donc surtout de la répulsion de la culture avec les composés soufrés ou des huiles essentielles, et on essaie d'attirer les ravageurs par des plaques chromatiques, donc avec des phéromones ou des caéromones ou des plantes de service. Alors, donc, ça a stimulé la migration de ravageurs dans la culture. Donc, il faut donc rendre la culture moins attractive, donc par traitement ou par utilisation de plantes de service répulsifs. Il faut placer dans le périmètre de la culture donc une source plus attractive que la culture elle-même. Donc, soit des plaques chromatiques avec caéromones ou phéromones ou des plantes de service. Et ensuite, donc vous connaissez déjà donc cette jolie dessin donc par Marie Cortesero, l'idée c'est surtout de repousser le ravageur de la culture vers des sources attractives au périmètre de la culture. Donc, j'aimerais vous donc présenter déjà le premier cas. Donc, c'est une culture de géranium sous tunnel. Donc, c'est une culture protégée, isolée partiellement de son environnement. Et on a donc évalué une double stimulation. Donc, application d'un extrait d'ail, donc ALSA, sur la culture et utiliser une plante de service qui est bien sûr pas traitée avec l'extrait d'ail, pour les attirer en fait sur ces plantes de service. Et dans ce cadre-là, la plante de service, c'est une tagette. Donc, on applique le traitement répulsif ALSA sur la culture et on vérifie après les populations de TRIPS sur la culture et sur les plantes de service. Et on espère d'avoir une baisse de pression parasitaire. Donc ici, ce sont les premiers résultats, ce qu'on a obtenu. Donc vous voyez, on avait quand même un petit peu un problème de TRIPS. Donc on n'avait pas beaucoup de TRIPS dans la culture. Donc on était amené à inoculer les cultures donc avec donc 1000 TRIPS adultes par culture. Et on voit graduellement que la population commence à monter dans la culture jusqu'au moment que la population est tellement importante qu'on traite en fait la culture avec ALSA. Donc, vous voyez ça ici avec la flèche verte. Et ensuite, vous voyez qu'il y a, quand on continue à suivre la population de TRIPS dans la culture, on voit une baisse de TRIPS sur la culture après donc application du répulsif. Quand on va sur la côté droite, on va sur les plantes de service, on voit donc aussi au début une augmentation des TRIPS dans la culture, plus ou moins, il y a quand même pas mal de variabilité, mais au moment qu'on applique le répulsif sur la culture, on voit une augmentation de TRIPS adultes sur les plantes de service. Donc, une indication que il y a une certaine migration des TRIPS adultes de la culture de géranium sur les plantes de service de tagettes. Donc ça, bon, ici, on n'a pas indiqué au niveau statistique si les résultats sont significatifs ou pas, ce que je suis très désolé parce que je me rendu compte que j'ai copié juste une partie de graphique de rapport d'un de nos stagiaires qui ont travaillé sur ce système. Mais la population, après traitement de répulsif, c'est quand même, comment dire, la population de TRIPS est quand même significative après traitement du répulsif sur la plante de service. Donc ici, c'est un deuxième exemple. Donc c'est plutôt une culture de chrysanthème. Donc une culture menée d'été jusqu'en automne, donc jusqu'à la Toussaint. Donc c'est une autre période parce que la première culture on a menée au printemps et ça c'est donc une culture on a fait après. Et donc encore une fois, donc vous voyez ici la culture de chrysanthème. On applique l'ALSA sur la culture de chrysanthème et à côté on a donc les plantes de service de tagettes.
Et donc, on essaie donc de voir si on pourrait donc repousser les TRIPS vers les plantes de service. Et ce qui est quand même important, c'est de remplacer régulièrement les plantes de service quand on a arrivé à une population de TRIPS trop importante sur les plantes de service. Et on essaie donc dans ce système d'avoir une baisse de la pression parasitaire du TRIPS. Donc ici, encore une fois, on voit donc le suivi de la variable TRIPS dans le graphique à gauche. On voit quand on a appliqué ALSA, et on voit tout de suite après donc aussi que on trouve moins de TRIPS dans la culture des chrysanthèmes. Et quand on se focalise sur la plante de service, on voit après traitement ALSA une augmentation de TRIPS sur les plantes de service. Et ça, c'est donc aussi une augmentation qui est significative. Une augmentation qui fait que après un premier traitement ALSA, on pourrait donc faire migrer les TRIPS d'une culture comme les chrysanthèmes, qui est déjà hautement attractif pour les TRIPS, vers un plante de service qui est donc aussi très attractif pour les TRIPS. Mais en fait, le traitement ALSA a rendu le chrysanthème donc moins attractif, donc ce qui peut donc expliquer cette migration voulue. Et ensuite, un troisième exemple, donc ça c'est pas sous tunnel, mais ça c'est sous serre. Là, on a donc une stratégie qui est un petit peu plus compliquée. Donc, vous voyez une triple stimulation. Donc, on applique un extrait d'ail sur les cultures. On a des plantes de service sur les bordures des parcelles. Et on a un système de stimulation mécanique. Donc, une stimulation mécanique pour déjà avoir une plante plus compacte et qualitativement plus intéressante, mais aussi pour voir si on peut déloger les TRIPS adultes de la culture et les motiver pour aller sur les plantes de service. Donc, en fait, une triple stimulation potentielle pour voir s'il y a un intérêt pour déloger les TRIPS. Donc, là aussi, avec le but de baisser en fait la pression parasitaire. Et encore une fois, on voit qu'il y a un effet quand on applique donc ALSA. On voit donc après que les populations de TRIPS sont moindres dans les cultures. Donc, chaque fois, on voit une chute de TRIPS adultes sur la culture. Et on voit ici, en fait, une augmentation de TRIPS sur les plantes de service. Donc ici, je ne vais pas expliquer, mais le M1, c'est donc la culture qui n'est pas stimulée et les colonnes bruns sont plutôt, donc ça c'est en fait la culture stimulée. Donc on voit qu'il y a une diminution de la population de TRIPS sur les cultures. Par contre, on ne voit pas de différence entre une culture stimulée mécaniquement ou pas stimulée. Donc là, donc c'est une première expérience. Donc il faut qu'on affine en fait cette stimulation mécanique. Aujourd'hui, on applique donc cette stimulation mécanique 10 fois par jour et peut-être il faut augmenter les cadences pour avoir un vrai effet de cette stimulation mécanique. Donc après ces trois essais qu'on a menés, on a donc quelques tendances, ce que j'aimerais donc partager avec vous. On voit que la stratégie push-pull en culture protégée, donc sous tunnel ou sous serre-vert contre TRIPS adulte est donc assez prometteuse. Et ce sont des stratégies qui sont donc la stratégie push-pull doit être intégrée quand même et en complément dans une stratégie globale PBI. Parce que bon, il faut quand même avoir différents leviers pour arriver à une efficacité de contrôle contre les populations de TRIPS importantes. On voit que les sources répulsives attratives sont intéressantes pour TRIPS, mais on a uniquement donc fait ces tests sur TRIPS et pas sur d'autres ravageurs comme les alurodes ou d'autres ravageurs plutôt
volant. Donc, il faut quand même adapter la stratégie push-pull selon l'espèce ravageur. Et donc, il y a des stratégies push-pull à développer pour d'autres couples cultures ravageurs. Donc ici, on va continuer à travailler sur la stratégie push-pull en utilisant cette triple stimulation pour voir si c'est vraiment une stimulation efficace et intéressante à utiliser dans la culture protégée. Bon, Anne-Marie a déjà montré donc les exemples qui ont confirmé que le push-pull peut être très intéressant en extérieur et ça nous rassure que en horticulture ornementale, on pourrait continuer à travailler sur des cultures d'extérieur, par exemple les cultures épinières qui sont aussi très touchées par des ravageurs volants. Donc, aujourd'hui, on a donc des données qui concernent les cultures protégées en culture ornementale, mais on aimerait donc continuer à travailler sur les cultures d'extérieur en ornement. Donc, je suis allé un petit peu plus vite pour qu'on puisse avoir un aller-retour des questions avec donc, les participants et je vous remercie pour votre attention. Merci Oscar. Oui, en effet, il est midi, donc, mais on va prendre quelques questions quand même. Alors, moi, je suis un peu plus dans la synthèse. Disons qu'on va discuter 10 minutes. Il y avait des questions autour de la tox et l'écotox des huiles essentielles. Donc, du côté pratique, quand même, est-ce qu'on peut travailler et envisager d'utiliser ces problématiques, d'autant plus alors, quand on est sous serre, puisqu'il y a des auxiliaires qu'on implante, même en extérieur où il y a des auxiliaires qui gravitent et qui peuvent aussi avoir un effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Émilie, peut-être? C'est une vraie question parce que, en fait, les huiles essentielles qu'on a utilisées, aujourd'hui, elles sont en libre circulation, en aromathérapie, les gens peuvent les utiliser et finalement, on n'a fait que les utiliser comme si c'était un cadre, on va dire, privé. Mais forcément, ça pose la question que les composés comme le thymol, le carvacrol et les méthylsalicylates à long terme peuvent avoir une écotoxicité importante. Et je pense que la solution, elle viendra plutôt de la formulation de ces produits et pour les utiliser. L'intérêt, c'était de montrer que ces odeurs, elles pouvaient participer à la protection des cultures. Le défaut aujourd'hui, c'est que l'application et la diffusion qu'on va en faire, pour la maîtriser, pour être sûr qu'elle n'a aucun impact, il faut pouvoir être dans un cadre légal qui en fait n'existe pas. Pour les huiles essentielles, parce que il faudrait pouvoir avoir recours au cadre légal des médiateurs chimiques et de pouvoir avoir. Je pense que là, il y a des choses encore qui méritent d'être légiférées, peut-être. Il y avait une question aussi autour de l'agriculture biologique. Est-ce que tout ce que vous testez est compatible avec la baie ou pas? Moi, j'ai répondu dans la discussion là. Alors, le DMDS, c'est sûr que non. Je pense que certains d'entre vous le connaissent pour autre chose, mais c'est quand même un composé qui peut être toxique alors, pour rebondir aussi sur ce que disait Émilie, tout est toxique à partir du moment où on en utilise trop. Donc, n'importe quoi que nous consommons, si on en mange trop, nous-mêmes, on peut s'intoxiquer. Donc, c'est une affaire de dose qui est importante. Après, en AB, le DMDS, je pense que ce serait compliqué parce qu'il est vraiment, il est biocide. D'autres composés pourraient être compatibles, mais je rejoins Émilie sur le fait qu'il y a une vraie réflexion à mener, que ce soit pour l'AB ou pour le biocontrôle en général, sur finalement l'utilisation de ces produits. J'ai participé avant le cataclysme viral à une discussion justement au niveau des produits de biocontrôle en AB. C'est quand même très 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 compliqué. C'est une vraie forêt tropicale avec. C'est vraiment très difficile de progresser dans ce domaine-là, quoi. On comprend pas grand-chose nous en tant que chercheurs à ce qu'on peut faire ou pas faire. Et c'est vrai qu'il y a vraiment besoin de faire évoluer les homologations pour que ces solutions soient compatibles. Je suis pas trop sûre que ce qui est fait maintenant permette vraiment de donner une opportunité à
à ces produits-là. Donc, il y a un potentiel et il faut peut-être faire bouger les choses. En gros, c'est ça. On voit bien que le maître mot est combinaison des méthodes. Et du coup, ça nécessite quand même adaptation à chaque cas. Donc, ça complexifie. Il y avait une question aussi sur pourquoi la success story ne s'est fait qu'au Kenya, ce n'est pas généralisé. Donc, il y a un problème de généralisation aussi. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. J'ai répondu aussi rapidement, mais c'est vrai que par rapport à cette success story, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'on ne voit pas forcément quand on voit cette success story, c'est que les collègues travaillaient depuis des années et des années sur ces interactions, l'écologie chimique des interactions entre le maïs, les ravageurs, les plantes, etc., l'analyse des composés. On voit la fin. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser sur finalement la volonté de changement qu'il y a eu au Kenya et en Afrique en particulier par rapport à l'impasse dans laquelle ils se trouvaient, à laquelle nous, on est confrontés que depuis quelques années. Et c'est vrai que moi, ça fait assez longtemps que je travaille sur ces aspects-là. Et souvent, on me disait, oui, mais c'est trop compliqué. À partir du moment où on a des solutions beaucoup plus simples avec des composés phytosanitaires, bien souvent, on n'a pas trop envie de changer. Quand on est confronté à une absence de solution, on se dit, ah oui, mais peut-être que finalement, on peut à la fois évoluer dans nos pratiques et puis accepter des choses qui sont moins efficaces que ce qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc, il y a toute cette réflexion-là, je pense. Du coup, est-ce que c'est plus simple, entre guillemets, hein, bien sûr, de l'envisager sous abri ou en extérieur, ce genre de technique? Parce que la success story, elle est en extérieur. On voit qu'il y a beaucoup de contraintes quand même sous abri, hein, avec les auxiliaires, avec les populations aussi, hein, qui sont pas facilement. Enfin, une fois qu'ils sont dans la serre, bon, il n'y a pas trop de mouvement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Oscar, je ne sais pas. Excuse-moi, j'ai pas suivi. Excusez-moi. C'est une question, c'est plus facile à mettre, à expérimenter, à mettre en œuvre ensuite sous abri ou à l'extérieur, à votre avis? Oui. Mon impression, c'est qu'après donc ces 3 essais, ce qu'on a effectué, on a parallèlement fait aussi en extérieur, mais là, les résultats sont un petit peu plus difficiles à interpréter. Donc, j'ai l'impression que on a de la chance de travailler aussi sous serre où on voit des effets qui sont quand même assez impressionnants. Je connais maintenant un producteur ici en Bretagne qui utilise ce système chez lui. Bon, son témoignage est quand même, il est très très intéressé par cette idée d'utiliser les plantes de service parce que c'est assez facilement à pratiquer. Par exemple, le tagette, il fait en plusieurs séries. Dès qu'il trouve qu'il y a trop de trips sur ces plantes de service, il les enlève, il les jette hors de ses serres et il installe en fait une nouvelle série de tagettes. Donc, il y a constamment un effet poule dans cette culture. Il a aussi constaté qu'il est quand même obligé d'appliquer donc l'effet poule, l'effet push pour avoir une meilleure migration de cette tripe. Donc ça, c'est un témoin de ce producteur. On voit ça aussi à la station, hein, quand on utilise donc des plaques colorantes et donc collantes pour voir si on pourrait déjà avoir un effet sur la population de trips. On ne voit pas grand-chose. Les trips restent dans la culture, donc à un certain moment, il faut être capable de les déloger. Donc, soit avec un produit comme Alza ou soit avec une stimulation mécanique. D'ailleurs, j'ai vu une question sur la stimulation mécanique. Donc, c'est en fait un traîneau avec une bâche ou avec une autre, comment dire, système qui touche en fait la plante. Et en fait, ces stimulations mécaniques avec cette bâche provoque en fait un effet de thicmomorphogenèse. Donc, c'est la plante réagit en restant assez compacte. Et c'est exactement ça ce qu'on cherche en horticulture ornementale. Des plantes fleuries, mais surtout compactes
pour éviter trop de coûts de transport. Et en fait, cette stimulation mécanique, on a donc aussi intégré dans cette stratégie push-pull parce qu'on constate aussi qu'avec ce traîneau, on peut donc déloger les trips et à la fois les capturer sur des panneaux gluants qui sont aussi attachés sur le traîneau, ou on peut le déloger pour le faire migrer vers les plantes de service qui sont donc à la périphérie de la culture. Donc, c'est pour ça qu'on a donc intégré cette stimulation mécanique dans une stratégie push-pull. Mais les résultats, comme j'ai présenté, sont pas encore très prometteurs. Hein. Donc, le premier résultat montre que l'effet de l'ALSA, donc l'effet push de l'ALSA est plus élevé que l'effet stimulation mécanique. Après, j'ai vu une autre question. Si ALSA a un effet aussi sur les auxiliaires, je pense que on n'a pas vérifié. Hein, donc, on a appliqué les auxiliaires dans la culture après application d'ALSA. On ne voit pas grand-chose, mais je peux m'imaginer qu'il y aura forcément aussi des effets sur les auxiliaires, au moins les effets à court terme. Donc, quand il s'agit par exemple des acariens, ce sont des plantes, ce sont des auxiliaires qui sont moins mobiles, qui vont pas s'envoler, qui sont quand même obligés de rester dans la culture. Ils seront peut-être au départ moins efficaces parce qu'il y a cette terrible odeur de l'ail, mais on peut s'imaginer que ensuite l'acarien va poursuivre son rôle en tant qu'auxiliaire. Mais on n'a pas vérifié pour le moment. Il y a cette question, Oscar, puisqu'en fait, on avait évalué la population des auxiliaires Cucumeris en présence d'ALSA sur une culture de géranium, et en fait, on n'avait pas forcément vu d'effet négatif sur le développement. Et finalement, dans les essais qu'on avait menés, sur lesquels on avait fait une publication d'ailleurs à la CIRA en 2014, c'était que en fonction du mode d'application, ce qui avait le mieux marché, c'était le push-pull en présence de l'auxiliaire Cucumeris. Donc, c'était l'ALSA d'un côté, le méthylisonicotinate, donc l'attractif chéromonal sur le panneau englué, et les auxiliaires sur la culture. Et ça avait assez bien fonctionné, sauf qu'on n'avait pas été jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'on n'avait pas été... on avait vu qu'il y avait quand même moins de dégâts sur la culture, mais il y avait quand même des dégâts. Et en fait, la difficulté quand aussi on étudie toutes ces stratégies-là, comme je l'expliquais, c'est que souvent on va inoculer, en fait, nous, dans nos cas, les cultures pour essayer de voir jusqu'à quel point ça affecte le comportement. Mais je pense Cucumeris plus le push-pull avec les odeurs, ça fonctionne bien. Avec les huiles essentielles, j'en suis moins sûre parce que je pense que les huiles essentielles, elles impactent plus, notamment, on a dit, les orius, les coccinelles ou des choses comme ça qui peuvent être plus impactés dans leur reconnaissance et leur vol. Mais avec les acariens, ça fonctionne. Une petite dernière. Les questions dans le chat, je ne sais pas si on y répond ou comment. Il y en a une sur la synergie entre les deux composantes. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce que nous, on a fait, on a toujours travaillé, sauf quand on a fait du screening. Après, dès qu'on fait des essais, même en petite parcelle expérimentale, on est toujours en push-pull. Et je pense que les deux composantes sont indissociables. Parce que si on fait que du pull, voilà, on peut augmenter le problème. On a eu le cas, parce que parfois, c'est plus facile de mettre une plante que de mettre un composé. Et donc, quand on va travailler chez les producteurs, on a facilité à mettre la plante piège, mais c'est plus compliqué d'avoir l'autorisation de mettre le composé. Et là, ça marche pas très bien. Et puis, il y avait aussi des questions sur d'autres ravageurs. Donc, nous, comme on travaille sur le terrain, on regarde, si possible, le panel des ravageurs et des ennemis naturels. On regarde l'ensemble. C'est l'intérêt aussi de travailler dans ces conditions-là. Je vais très vite pour pas parasiter le temps. Et il y a une question de Régis sur l'attraction des ennemis naturels. Et la réponse est oui, les coves peuvent attirer les ennemis naturels. Et il y a une publication, une synthèse là, qui est en train de sortir, justement, qui a été faite par un étudiant d'Émilie Delettré. Si ça vous intéresse, une synthèse très globale sur le potentiel de l'utilisation des coves pour les ennemis naturels. Voilà, j'ai fait très vite. Excuse-moi. Oui. Anne-Marie a rempli les questions que je devais poser. Donc, je vais vous remercier aussi bien les intervenants que les participants.
Je vous invite quand même bon, Oscar fera une présentation sur cette thématique à la Comapi en mars à Lille. Donc, il y aura certainement des données supplémentaires. Et puis, le prochain Webifil, là, on changera de domaine puisque ça sera tout ce qui est la biodiversité fonctionnelle en grande culture. On aura un intervenant belge de l'Université de Louvain et 2 intervenants français des instituts techniques Arvalis et Perinovia. Et ça sera programmé en septembre. En tout cas, merci à tous. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt autour de cette thématique. Donc, je vous souhaite maintenant un bon appétit et une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.